Joint par Monsieur Benjamin Stora, qui est historien, connu aussi pour son travail de mémoire. Monsieur Benjamin Stora, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir. Monsieur Benjamin Stora, donc sur cette journée, 60 ans après les accords d'Évian, comment peut-on qualifier ces accords qui sont bien sûr été historiques, mais surtout après les sacrifices du peuple algérien et aussi cette histoire qui reste très douloureuse et clivante du côté, que ce soit du côté algérien ou du côté français. Ben écoutez, c'est quand même une date importante, le 19 mars, parce que c'est un cessez-le-feu qui a été conclu entre la délégation algérienne, conduite notamment par Krim Belkacem, donc à Évian, avec le gouvernement français, donc qui signifiait l'arrêt des combats sur le territoire algérien, après quand même presque 8 ans de guerre qui ont marqué naturellement durablement les populations algériennes, notamment, qui ont beaucoup souffert de toute cette histoire, de toute cette guerre, etc. Donc c'est quand même un moment important, mais en même temps c'est un moment qui ne signifie pas la fin de la guerre, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un cessez-le-feu simplement, donc d'une sorte de compromis politique. Et non pas la fin complète des hostilités, parce que on ne peut pas éteindre en un seul traité pratiquement 8 ans de guerre. C'est-à-dire qu'on sortait, à la limite c'est plus facile entre guillemets de rentrer dans une guerre, c'est très difficile d'en sortir. Très très difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements de population, beaucoup de souffrances, etc. Donc c'est pas la fin immédiate de cette guerre qui avait commencé 8 ans plus tôt. Voilà, donc c'est important surtout pour les combattants, en fait, cette histoire. Les combattants algériens, dans les maquis notamment, qui ont naturellement accueilli cette nouvelle avec satisfaction, ainsi que les gens qu'on appelait entre guillemets de l'armée des frontières. Et ils ont su cette nouvelle que plusieurs jours après, ils l'ont pas su immédiatement. Parce que les moyens de communication à cette époque, naturellement, ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc il a fallu quand même un certain temps pour apprendre la nouvelle du cessez-le-feu. Et la nouvelle est importante pour les Français, surtout essentiellement pour les appelés, c'est-à-dire les soldats français. Il y avait quand même 400 000 hommes sur le territoire algérien, c'est colossal, c'est considérable, qui étaient présents sur le territoire algérien. Et naturellement, l'annonce du cessez-le-feu a été accueillie avec un grand soulagement pour les familles françaises qui étaient en métropole et qui avaient chacun un frère, un oncle, etc., qui étaient en Algérie. Donc, pour les combattants des deux côtés, ça a été, disons, une sorte de soulagement. Mais encore une fois, ça signifie pas, bien sûr, que ce compromis politique signifiait la fin définitive de la guerre. Parce que, encore une fois, d'un côté comme de l'autre, il y a des forces qui ont refusé ce compromis, qui n'étaient pas d'accord avec, disons, cette signature des accords d'Évian. Si on revient un peu sur 60 ans après, Monsieur Stora, cette histoire reste toujours clivante, et pourtant vous êtes un grand connaisseur de l'histoire algérienne. Vous avez fait toute une recherche par rapport donc au dossier des mémoires qui a été demandé par le président français Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi toujours cette histoire reste clivante, que ce soit du côté algérien ou du côté français? Alors, du côté français, effectivement, vous avez raison de souligner qu'elle est encore, entre guillemets, clivante, parce que des forces politiques en France ont toujours refusé ce cessez-le-feu, parce que, fondamentalement, ils étaient contre l'indépendance. Dans la mesure où les accords d'Évian prévoyaient le passage à l'autodétermination. L'autodétermination, notamment, du peuple algérien. Donc ça, les forces politiques françaises et européennes d'Algérie, en grande partie, étaient hostiles à ce compromis. Et elles le sont toujours. Elles ont toujours été hostiles, disons, à cet accord politique. Elles ont, par exemple, en France, toujours refusé de commémorer le 19 mars. Elles ont toujours voulu enlever le nom des rues. Vous savez, en France, il y avait des noms de rues qui s'appelait rue du 19 mars. Bon,
les municipalités, notamment d'extrême droite, enlevaient systématiquement, disons, ces plaques qui étaient apposées. Donc en France, il y a toujours eu ce clivage, ce refus, en fait, qui se manifestait derrière ce refus. Il y avait le refus de l'indépendance de l'Algérie. Du côté algérien aussi, les choses sont pas simples parce que comment dirais-je, il y avait des forces politiques aussi en Algérie qui ont regardé ces accords comme une sorte de compromis qui pouvait être favorable à la France. Parce que la France conservait la possibilité, notamment, de poursuivre des essais nucléaires au Sahara. Donc ça, c'était mal vu par certains dirigeants algériens, par d'autres dirigeants algériens qui n'étaient pas d'accord, disons, avec ce qu'on a découvert ensuite d'ailleurs, qui étaient des clauses secrètes des accords d'Évian, et qui parlaient notamment des essais nucléaires ou même de l'exploitation du pétrole et du gaz. En Algérie, c'est la poursuite de l'exploitation du pétrole et du gaz en Algérie. Donc il y avait par conséquent aussi au sein de la direction algérienne des divergences sur le fait d'accepter ou pas. Mais en fait, progressivement, ces divergences se sont effacées dans la mesure où il y a eu l'autodétermination, le référendum et le passage à l'indépendance de l'Algérie. Donc l'attitude à avoir par rapport au 19 mars n'a pas été, disons, ne s'est pas révélée comme quelque chose d'important. Mais en Algérie, le 19 mars, pendant très longtemps, n'a pas été vraiment commémoré. C'est depuis quelques années qu'on commence, disons, effectivement, dans les manuels scolaires, dans les communiqués officiels, etc., à parler du 19 mars. Mais somme toute, c'est quand même assez récent. Ça date de quelques années seulement. Très bien. Monsieur Stora, je pense que vous étiez avec Monsieur Macron en visite en 2017 en Algérie, quand il avait déclaré pour la première fois qu'un président français... non, j'étais pas... vous n'étiez pas, pardon. J'étais pas avec lui à ce moment-là. Très bien. Donc il était en campagne électorale. Absolument. Oui. Il était en campagne électorale, il l'avait déclaré, il avait même osé parler donc des crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie. Mais aussi, étant président, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques mois, il avait aussi fait des déclarations que le système algérien a considéré comme c'était une attaque à l'Algérie. Il avait qualifié le système algérien de système politico-militaire, qu'il était fragilisé par le Hirak. Comment peut-on qualifier encore cette relation 60 ans après, un contraste que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, des déclarations de Monsieur Macron en 2017 et celles des déclarations de 2021, je pense décembre 2021. Il y a effectivement eu des variations, des changements, etc. dans les déclarations, mais il y a eu aussi, faut pas oublier les gestes qui ont été faits, qui étaient dans mon rapport, notamment la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin ou de Ali Boumengel, la reconnaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris, ou bien au métro Charonne, la restitution, la discussion autour des essais nucléaires. Il y a quand même eu beaucoup d'actes, de gestes réels, concrets, qui ont été faits en France, notamment sur ces questions-là. Moi, mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup effectivement de disputes idéologiques en France, notamment entretenues autour de la question de la colonisation. Mais les disputes idéologiques en France servent aussi de rente mémorielle pour un certain nombre de partis politiques français qui utilisent, disons, cette question. Cette vieille question, dans le fond, qui est réglée par l'histoire. La colonisation, c'est fini. L'Algérie est un pays indépendant. Mais il y a cette instrumentalisation politique qui est faite pour, disons, à des fins électorales, à des fins électoralistes, etc. Donc la France n'échappe pas à cela. Mais l'Algérie aussi. Mais d'après vous, Monsieur Stora, excusez-moi de vous avoir coupé la parole. D'après vous, qu'est-ce qui l'a poussé Macron à qualifier le système algérien de système politico-militaire? Qu'est-ce qui l'a poussé Macron très honnêtement, ça c'était pas du tout dans mon rapport ou bien dans la démarche qui est la mienne. Moi, je n'avais pas
l'intention, j'ai jamais eu l'intention de rentrer, disons, dans ce type de discussion. Encore une fois, mon point de vue, c'était de trouver des gestes concrets à faire. Par exemple, j'ai proposé la restitution du canon de Baba Marzouk, j'ai proposé la restitution d'archives, j'ai proposé, ou l'ouverture bien sûr, la question la réparation. Sur la question des essais nucléaires, etc. Moi, c'est ça, mon point de vue. Mais est-ce qu'il y a une coopération du côté algérien? Parce que, je vais juste citer Abdelmadi Chikhi, qui est donc directeur général des archives nationales algériens, qui dit que le travail de l'historien, et là il vous cite bien sûr, Monsieur Storin, n'est pas été transmis en Algérie. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas été d'évaluation pour le rapport Stora. J'estime que ce rapport est un rapport français demandé par un président français à un citoyen français afin qu'il lui donne un avis sur ce qu'il nomme la mémoire apaisée. Bien sûr, qui a été mis entre guillemets, a déclaré Monsieur Chikhi. Oui, oui. Non, le rapport a été transmis officiellement par l'ambassadeur de France à Alger, qui a transmis officiellement le rapport. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, c'est vrai que c'est un rapport qui est destiné aux Français, qui est un rapport franco-français. Mais je crois que l'accord qui était passé entre l'Algérie et la France, c'est qu'il devait y avoir aussi un rapport du côté algérien, c'est-à-dire un rapport algéro-algérien. Moi, effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai fait un rapport qui traitait essentiellement, disons, de la responsabilité de la France dans la colonisation et donc de la possibilité de réparation sur cette question franco-française. J'ai parlé tout à l'heure, du 17 octobre, des essais nucléaires, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la suite de ce que j'ai préconisé. Par contre, effectivement, je crois qu'il était prévu un rapport algérien. Donc la vraie question est plutôt celle-là. Je veux dire, c'est pas celle de la transmission de mon rapport, parce que par parenthèse, le rapport était consultable sur Internet. Il était visible partout. Il était même traduit en arabe. Donc c'était un rapport que tout le monde pouvait consulter. Mais enfin bref, je crois qu'il y a eu effectivement peut-être un malentendu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'attente aussi d'une discussion algéro-algérienne, un rapport algérien, disons, sur ces questions traitant de l'histoire. On va essayer juste, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Monsieur Stora, et je vous remercie beaucoup pour votre temps. On va écouter Macron, ses déclarations qu'il a faites hier, donc à cette occasion des accords d'Évian, et j'aimerais juste avoir un petit votre sentiment par rapport à ces déclarations. On écoute le président français Macron. Ce sont nos enfants qui furent appelés pour se battre. Ce sont nos enfants qui furent rapatriés d'une terre où ils étaient nés, qui était la leur. Ce sont nos enfants, qui se sont parfois battus pour l'indépendance et qui sont ensuite arrivés en France, parfois quelques décennies plus tard, pour fuir l'obscurantisme islamiste quand ils s'abattaient sur l'Algérie et venir trouver ici la protection. Ce sont nos enfants qui se sont retrouvés dans la France, appelés harkis, mais devenus français. Ce sont nos enfants qui sont ensuite devenus leurs enfants. Ce sont nos enfants qui, venant d'Algérie ou nés en France de parents algériens, vivent ici, sur notre sol, dans notre nation. Et laisser ces histoires ne pas être dites, reconnues, laisser dos à dos tant de parcours, c'est rendre impossible à la nation de vivre en paix. Et donc ce parcours de reconnaissance que nous allons poursuivre, parce qu'il est maintenant inarrêtable, est simplement la condition pour nous tous de ne rien oublier, de ne rien nier du caractère irréductible des souffrances, des douleurs, de ce qui a été vécu, mais d'assumer qu'elles sont toutes françaises. Toutes françaises. Parce que la guerre d'Algérie, ces non-dits, était devenue la matrice, et le sont encore, quand j'écoute notre actualité, la matrice des ressentiments. Benjamin Stora, dernière question, et merci encore une fois pour votre temps. Est-ce que la guerre d'Algérie reste un instrument des deux côtés des rives, que ce soit du côté algérien ou du côté français, rappelant qu'on est à quelques semaines ou quelques mois des élections présidentielles?
Oui, tout à fait, bien sûr. Vous savez, de toute façon, tout drame, toute histoire importante est toujours un facteur de légitimation des pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques ont toujours, quelles que soient les nations, instrumentalisé l'histoire dans le sens qui leur allait le mieux. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a une singularité autour de la guerre d'Algérie, enfin qu'on appelle guerre d'Algérie en France, guerre de libération nationale en Algérie. C'est vrai qu'il y a, disons, une volonté dans les États d'instrumentaliser, disons, ces questions-là par rapport à des échéances électorales, des échéances politiques, des échéances mémorielles. Et c'est vrai que le travail des historiens est très difficile. Il est très difficile parce qu'il est sans arrêt en proie, en but à, disons, ces échéances, à ces questions de rivalité électorale à l'intérieur de chacune des nations. Et c'est très difficile de faire ce travail d'historien, ce que j'essaye pour ma part de faire depuis quand même maintenant une quarantaine d'années que je travaille sur cette histoire de et si Macron perd les élections, Monsieur Storac, si Macron perd les élections, quel avenir donc pour ce travail de mémoire que vous avez fait Ah, ça, je sais pas du tout. Ça, alors là, il m'appartient pas de savoir comment, disons, un futur président de la République pourra ou non continuer à poursuivre ce travail. Moi, j'ai fait des préconisations qui sont d'ailleurs pas achevées. Hein. Il y a encore un travail qui doit se poursuivre. Hein. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de la question des archives, de la question des essais nucléaires, ou même la question des disparus, qui est une question très grave, une question très importante. Bah, ce travail-là, il va falloir le poursuivre. Et maintenant, je ne sais pas, effectivement, vous avez raison, quel sera le sort de ce travail de mémoire à l'issue de l'échéance électorale française. Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Stora. Merci pour votre temps.